Avec les courageux qui nous ont rejoints pour cette deuxième partie, je rappelle que nous nous demandions si l'activité pourrait se maintenir malgré le cumul d'une hausse des taux ajustée aux besoins des financements publics et d'une hausse des prix dépendant d'externalités. La réponse me paraît être oui pour plusieurs raisons. Les injections monétaires ont permis de se doter des outils de santé permettant d'espérer que la pandémie serait transformée en une endémie sous contrôle, ce qui autorisera une reprise des conditions normales du transport des marchandises et de la production. Les injections monétaires permettent à présent d'entrer en transition énergétique, voire plus largement écologique, une transition qui aurait été retardée, c'est évident, d'au moins une décennie, si la rupture des approvisionnements en provenance de Russie ne l'avait rendue nécessaire et urgente. Des programmes massifs vont se mettre en place avec pour but de rendre le réseau électrique plus efficient, moins dépendant des hydrocarbures. La remilitarisation, en particulier en Europe, qui avait beaucoup de retard, va en outre entraîner des effets bénéfiques sur les technologies. Enfin, le retour à une grande phase d'investissement collectif sera l'occasion pour les États, ou du moins certains d'entre eux, de traiter la question des biens publics négligés, à commencer par l'éducation et la santé publique, qui souffrent de très graves déficits de personnel qualifié. Cet ensemble, qui exige des taux d'intérêt réels suffisamment bas pour se réaliser, produira sans doute une exceptionnelle stimulation de l'activité. Il est en revanche raisonnable que la hausse des prix à court terme, celle qui est liée aux externalités, doivent être compensées par une hausse des salaires avant que les programmes d'investissement public à long terme ne produisent tous leurs effets. Cette compensation, qui est déjà lentement commencée, aura pour effet de soutenir la consommation des ménages dans les pays développés. C'est nécessaire puisque les biens publics ne forment jamais le tout d'une économie. La croissance des dernières années a eu pour effet de dérégler la relation entre le capital et le travail en faveur du premier. Pour divers motifs qu'il serait trop long d'analyser maintenant, les gains de productivité n'ont pas profité au salaire. Cette fois, la hausse de l'activité produit déjà une tension sur le marché de l'emploi et un rééquilibrage partiel que les grandes entreprises ont les moyens de supporter, puisqu'elles poursuivent encore sans aucune difficulté leur politique de bonus sur les hauts salaires, qui eux n'agissent guère sur la consommation, puisqu'elles disposent de taux d'emprunt négatifs et pour certaines de la perspective de nouvelles commandes publiques ayant des effets en cascade B2B sur les autres entreprises. Et si le rééquilibrage naturel est insuffisant, des aides publiques au pouvoir d'achat devront les compléter pour de simples raisons politiques, surtout en Europe, qui est davantage exposée à la part de la hausse des prix qui est dérivée de la guerre. Au surplus, le principal gisement de consommation de l'avenir n'est pas situé dans les pays développés. En Inde, au Pakistan, en Indonésie, en Afrique, la pyramide des âges présente des traits analogues à ce qu'elle était en Chine quand elle avait commencé son sursaut. Une génération de jeunes actifs est apparue qui ne demande qu'à s'employer et à consommer. Les investissements nécessaires sont disponibles, rendus plus rentables par des technologies également disponibles, notamment en matière agricole. Les agritech vont à la fois satisfaire le besoin public général de transition énergétique et créer des emplois dans les pays où elles pourront les plus opportunément être mises en œuvre. Nous entrons ainsi dans un monde qui a cessé de s'épuiser à dérouler des technologies éprouvées et polluantes avec des rendements décroissants pour dérouler de nouvelles technologies disponibles, notamment dans l'environnement ou l'éducation, ou qui sont en passe de l'être, comme dans le domaine de l'énergie, sous réserve bien sûr des investissements. Une phase de croissance glorieuse, plus saine, pourrait donc commencer, malgré les cassandres. Bon, il y a certes le risque que les investisseurs, ne comprenant pas l'action subtile et mal expliquée, il faut le dire, des banques centrales et son soutien à l'épargne longue, ne se mettent à freiner par une sorte d'affolement leurs propres investissements, notamment dans la technologie, au moment même où ces investissements
seraient en passe d'être les plus productifs. L'irrationalité est une des phases de l'économie, et c'est ce qui la rend imprévisible. Il faut en prendre acte. Mais à ce risque psychologique près, la plupart des secteurs sont concernés par des perspectives favorables, avec toutefois peut-être une interrogation sur le secteur de la santé, le seul à accroître les coûts au lieu de les réduire au fur et à mesure de ses progrès. On peut supposer que ce seront les entreprises participant à la réduction des coûts des secteurs, avec celles qui produiront des produits pharmaceutiques de masse, qui seront les mieux placées, plutôt que les entreprises productives d'équipements et de molécules, entraînant des charges accrues. Une autre interrogation concerne bien sûr les fintech, du moins toutes celles, et elles restent nombreuses, qui contribuent à une économie spéculative plutôt qu'à la production de biens et de services réels. Mais à ces réserves près, il est vraisemblable que nous sortirons de la pandémie et de la guerre d'Ukraine avec une économie globale améliorée plutôt que détériorée. Une économie globale animée par la transition écologique plutôt que par une pollution sans fin. Seul le décalage chronologique entre la hausse des prix immédiate et les facteurs de croissance est voué plutôt à provoquer dans plusieurs pays des troubles sociaux qui ne se résoudront pas sans l'aide indirecte des banques centrales. À bientôt pour un autre sujet.